down. Salut les terriens, salut les terriens, bienvenue dans SLT Summer 2013. Les terriens de ce soir sont Roselyne Bachelot. Alors Roselyne, vous êtes co-animatrice de l'émission Le Grand 8 sur D8 avec Laurence Ferrari, Audrey Pulvar, Absatoussi et Elisabeth Bost. Quelle belle idée, cette émission, quand même. 5 femmes qui papotent de talons, de string, de météo, de ragots. Vous avez inventé, Roselyne, le premier salon de coiffure sans coiffeuse. Parfois, les clichés correspondent à la réalité. Eh oui, comme ça arrive. Bah oui. Oui, Eric. Autre terrienne avec nous ce soir, Jeannette Bougrabe. Ex-secrétaire d'État à la jeunesse de Nicolas Sarkozy. En tous les cas, on ne peut pas enlever à Sarkozy qu'il a essayé de mettre la diversité en avant. C'est vrai. Pour vous, c'est mieux terminé que pour Faudel, quand même. Autre terrien avec nous ce soir, Éric Nolot. Alors, Éric, vous êtes ici pour votre nouveau livre. Un livre confession intitulé « Je ne suis pas méchant, on me paye pour l'être ». Exact. Voilà, dans un livre dans lequel vous expliquez que pour quelques centaines d'euros par semaine, vous êtes prêt à détester tout le monde, en fait. Et pour un peu plus cher, je peux être gentil. Mais c'est beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Autre terrien avec nous ce soir, Carl Zéro, bonsoir. Alors, Carl, dans votre vie, vous avez été punk, vous avez chanté du calypso avec les musicos de Bob Marley, vous avez joué dans un film de Bernard-Henri Lévy avec des montgolfières, vous avez raconté la vie du dépeceur de Montréal. Difficile de trouver une cohérence dans tout ça, si ce n'est l'usage de drogue dure, peut-être, non? Il y a une cohérence humaine, Thierry, que vous pouvez comprendre. Alors en P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Philippe Frey, spécialiste du désert et de la survie dans les régions extrêmes. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, j'explique. Durant ces SLT d'été, nous allons retrouver pour de vrai, donc pas dans un best-of, des invités qu'on a beaucoup aimés pendant la saison. Ces invités seront soumis à des interviews infernales, évidemment, mais avant, nous ferons avec eux un petit bilan de la saison écoulée. On commence avec vous, Roselyne Bachelot. Rebonsoir. C'est parti. Alors, Roselyne, votre bilan, vous, c'est une reconversion réussie. Il y a un an, vous arrêtiez la politique pour vous lancer dans une carrière de chroniqueuse télé, Le Grand 8 sur D8. Un an plus tard, vous êtes la révélation télé de l'année. Un big up. Au départ, Roselyne, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer là-dedans, à part 20 000 euros par mois? Oui, c'est déjà une bonne raison. Ah bah c'est une très bonne raison. Évidemment. Sur la TNT, même les patrons de chaîne ne gagnent pas ça, quand même. Ah, oui, hein. oui. C'est une économie très tendue. Bravo, vous avez bien, Oui, bien négocié négocié. ça, mais vous les valez. Vous vous êtes imposé dès la première émission avec des talons de 12 cm en disant que ça vous donnait l'air un peu pute. Oui. Un peu, c'est par rapport à Nabila, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Non, mais enfin, vous voyez que j'ai quand même aussi continué dans le style et ça va bien. Non, je pense que c'est pas trop mon style. Dites-moi, vous n'allez pas faire les anges de la politique, quand même, non? Non. J'ai pas besoin. Je ferai plutôt les démons de la politique. Alors, vous pensiez qu'on pouvait gagner autant d'argent juste en s'asseyant autour d'une table pour dire n'importe quoi? Enfin, remarquez, vous avez été ministre en même temps. Oui, c'est ça. Alors, non mais c'est vrai, on avait connu des gens de médias passant à la politique. Hein, il y avait eu Noël Mamère, il y a eu Jean-François Kahn. François Mais vous Barouin. dites, c'est la première fois dans l'histoire des médias qu'un politique fait une reconversion comme la mienne. Il y a Jean-Marc Ayrault, il veut faire Secret Story, il a un secret, c'est « Je suis Premier ministre ». Alors, autre point positif, décidément, vous avez des points positifs dans votre bilan, l'adoption du mariage gay. Et vous avez tweeté « Youpi, la loi sur le mariage est validée, j'en pleure de bonheur, je suis trop bête. » Oui. Pourquoi trop bête? Parce que c'est bête de pleurer quand on a une grande joie. Voilà, c'était une grande émotion. On passe maintenant à la partie négative du bilan, Roselyne. Waouh. Allez, vos embrouilles avec vos anciens amis de l'UMP.
Ça a commencé d'abord avec la publication de votre livre À feu et à sang. Vous critiquiez la droitisation de la droite pendant la campagne présidentielle. Vous réclamiez un droit d'inventaire, ce qui était à mon avis une bonne idée. Et là, ils vous sont tombés dessus. Guénaud a dit « Les auteurs ressemblent souvent à leurs livres. C'est d'une profonde vulgarité. Ensuite, vous avez remis une couche en disant au sujet de Guéant « C'est soit un menteur, soit un voleur. » Et là, je me suis trompé parce que j'ai dit ou et c'était et. Ensuite, Guénaud a dit « Elle s'est roulée par terre pour être ministre jusqu'à la dernière seconde. Elle incarne l'indécence en politique. » Alors, je suis vulgaire. Oui, et je suis indécente. indécent. Je suis quand même quelqu'un de très séduisant. hein. Oui, ça vous empêche pas de dormir. Ah non, Chirac disait ça, m'en Oui. touche une sans faire bouger l'autre. Exactement, ouais. C'est Jacques exactement Chirac. ça, voilà. Alors, heureusement que Sarko a perdu, parce que sinon, vous seriez peut-être ministre des Dom-Tom ou des anciens combattants dans un gouvernement Xavier Bertrand. Non, Vous êtes mieux où vous la êtes, hein. décision était irrévocable. Oui. Alors, Roselyne, pour rassurer Guéant et Guénaud sur votre état psychique, on va faire une interview psy. Est-ce que vous êtes mégalo? Non, Est-ce que vous êtes mytho? non, Est-ce que vous êtes parano? non, Est-ce que vous êtes schizo? non, Est-ce que vous êtes cyclo? oui, Est-ce que vous êtes hétéro? oui, Est-ce que vous êtes nympho? non, Est-ce que vous êtes maso? non, Est-ce que vous êtes sadomaso? non, Est-ce que vous êtes exhibo? non, Est-ce que vous êtes bucco? non, Est-ce que vous êtes pédo? non, Est-ce que vous êtes géronto? non, Est-ce que vous êtes catho? Attention, c'est ce qu'il y a de pire. oui de tradition, non de Ouais. pratique. Est-ce que vous êtes démago? Ça peut m'arriver, Est-ce que vous êtes rago? ça peut m'arriver. Est-ce que vous êtes disco? Non, Est-ce que vous êtes adamo? oui, Est-ce que vous êtes obispo? oui, Est-ce que vous êtes klepto? non, Est-ce que vous êtes pipeau? ça peut m'arriver. Est-ce que vous êtes claustro? Oui, Est-ce que vous êtes hystéro? non, Est-ce que vous êtes maniaco? non, Est-ce que vous êtes Zorro? oui, Ah oui, ah oui. Est-ce que vous êtes gigolo? non, Est-ce que vous êtes vibro? non, Est-ce que vous êtes gros lolo? non, Non. Est-ce que vous êtes trio? ah non. Non. Vous n'avez jamais essayé, Roselyne? C'est une proposition? Bah, je sais pas, mais il faut vous y mettre, enfin. À mon âge, il est temps, oui. Est-ce que vous êtes lesbo? Non. Est-ce que vous êtes Rocco? Ah, ça dépend. Le film d'Alain Delon, bien sûr. Rocco et ses bien frères. sûr. Passy Freddy, bien sûr. Est-ce que vous êtes fétichot? Non, Vous êtes porno? non, Est-ce que vous êtes pétardo? ah non. Vous avez plein de trucs à découvrir. Ah, j'ai encore. essayé une fois. hein. Et alors? Ah, ça m'a rendu malade, mais malade. Est-ce que vous êtes piccolo? Ah, Ah, un petit gin tonic, je Ah. ne dis pas non. vous êtes coco? Coco Chanel. Non. Oui. Bravo. Alors, Carl Zéro, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'imagine que vous allez passer une partie de votre été dans votre maison de Bonifacio en Corse. Oui, bien sûr. À ce sujet-là, vous avez déclaré dans Corse Matin, les Corses ont une hauteur de vue qui vous inspire. Oui. Ce qu'il ne faut pas raconter pour ne pas se faire plastiquer sa maison. No comment. Bon, le bilan. Alors, sur le plan médiatique, tout va bien. Cette saison, vous avez obtenu une nouvelle émission, Les Dossiers Carl Zéro, qui est diffusée le lundi à 20h45 sur RMC Découverte. Oui, monsieur. Il y a toujours l'effet Carl Zéro le vendredi à 23h sur 13e rue. Bien sûr. C'est dans le cadre de cette émission que vous avez produit un documentaire fiction-thriller co-réalisé avec Desiderata, consacré à Luca Magnotta, le dépeceur de Montréal. Que vous avez beaucoup aimé, Thierry. Ah, j'aime. C'est l'histoire d'un mannequin métrosexuel, abusé dans son enfance par un vigile, martyrisé par son beau-père, devenu amant de sa belle-mère, escort boy, acteur porno gay, qui massacre un étudiant chinois avec un pic à glace avant de le découper en morceaux, de faire l'amour avec certains morceaux et de manger les autres. Ah, une belle histoire. Ah ben, C'est une un peu belle excessif. histoire. Ah oui, c'est C'est excessif. la oui. vie d'un mec. Alors, il vous a invité à dîner, mais vous ne sentiez pas. Non, figure-toi. Non, ce qui est terrible, c'est qu'il a dit depuis sa prison, tout le monde se fait du pognon sur mon dos, sauf moi. Oui, Ce qui n'est pas faux. oui. Céline Dion, Anthony Cavana, Luca Magnotta, on n'est pas gâtés avec le Canada, nous. Que des stars. Que des stars. Ah non, mais franchement, hein. On n'a Oh, pas de j'adore chance. Céline Dion. Ah bon? Ah oui, j'adore. Vous pouvez nous faire un morceau de Céline Dion?
Allez, Roselyne, S'il vas-y. suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. C'est une très belle chanson. Pas mal. Roselyne Bachelot à Las Vegas, mesdames, messieurs. Alors voilà, donc vous avez fait un magnifique boulot, Karl. Merci Thierry. Et malheureusement, ça me touche. la seule chose dont on vous a parlé pendant la promo, c'est votre belle-sœur. Quoi. Non, vous lui avez écrit « Il est des croix pour toutes les épaules », a dit Marie-Antoinette. Tu es la mienne. C'est très beau, je trouve. Vraiment. Mais ça a pris tellement d'importance qu'à un moment, l'éditeur voulait marquer le livre du beau-frère de Brigitte Bardot. Alors, ce que je vous propose, on va clore définitivement le sujet. Ah, ça va être l'interview Barjot. C'est pas l'interview Barjot, c'est l'interview ma belle-sœur et moi. Ça va être dur, ça va être dur. Quand avez-vous parlé à votre belle-sœur pour la dernière fois? Il y a longtemps. Avez-vous toujours aimé votre belle-sœur? Au début, je l'aimais bien. Après, évidemment, chemin faisant, j'ai compris. L'aimez-vous toujours? Mais oui, je suis catholique, je lui pardonne. Est-ce que vous avez été surpris par la position de votre belle-sœur sur le mariage gay? Oui, au départ, oui, je pensais que c'était Oui. pour déconner, quoi. Une attitude un peu jalon, un peu deuxième degré. Oui, comme les manifs, Mitterrand assassin, Verglas complice, tout ça. Ils ont fait une manif contre le froid au métro glaciaire, quand même. Donc je me disais, c'est dans la lignée. Mais en fait, Ouais. non. Ouais. Croyez-vous que votre belle-sœur soit sincère dans son combat? Et là, je le crois. Ah ouais. C'est ça qui m'ennuie. Avez-vous trouvé votre belle-sœur pathétique? Non, ça serait méchant de dire ça. Vous en voulez à votre belle-sœur de vous avoir obligé à vous justifier sur le mariage gay? Moi, je suis catholique et j'étais pour. Mais après, chacun Ouais. est libre de faire ce Ouais. qu'il veut. J'ai pas eu à me justifier. J'ai juste eu à un moment à faire stop, on arrête tout. Ouais. Voilà, c'est tout. Que pensez-vous du jogging rose de votre belle-sœur? Il est charmant, j'adore. J'ai le même, elle m'en a envoyé. Ah, vous avez tout ça dans, Bien sûr. dans la famille, oui. Vous êtes fâché avec votre frère à cause de votre belle-sœur? Non, Mais- c'est un peu tendu, mais Ouais, bon, ça y ouais. est, ça s'est calmé. Maintenant, depuis, ils sont à Saint-Trope, ils se détendent. Comment s'appelait la célèbre chanson de votre belle-sœur? Fais-moi l'amour avec 2 doigts. Parce qu'avec 3, ça me fait mal, c'est ça. Parce hein. qu'avec 3, ça ne passe pas. C'est ça, voilà. Vous en voulez à Dieu d'avoir changé votre belle-sœur? Est-ce qu'elle est d'extrême droite, votre belle-sœur? Non, je crois pas. Il y a eu un moment, il y avait des drôles de gens autour d'elle, quoi. Voilà. Nous, on l'a reçue sur le plateau du Grand 8. Elle Oui. a pleuré. Et elle a craqué. Et mes collègues ont dit c'est du chiquet. Et c'est pas vrai. Non. C'était une femme qui est à bout d'épuisement, Ouais. a joué un rôle qui ne correspond pas du tout à ses fondamentaux. Bah oui. Non, mais il y avait un texte assez bien fait de Lambron dans Le Point qui expliquait qu'il l'avait bien connue autrefois, etc. Ouais. Et qu'au fond, si elle avait fait ça, c'est qu'elle voulait, d'une certaine façon psychanalytique, hein, épouser tous les homosexuels. Ah! Voilà. C'est ça l'explication. Oui. Nous sommes toujours en compagnie de Roselyne Bachelot, de Jeannette Bougrave, d'Éric Nolot et de Karl Zéro. Alors, Éric Nolot, bonsoir. Rebonsoir Thierry. Alors, avant d'aborder le bilan de votre saison, je voudrais m'adresser aux spécialistes de littérature que vous êtes Oui. pour répondre à la question que tout le monde se pose. En ce moment, sur la plage, vaut-il mieux lire à plat ventre en s'appuyant sur les coudes ou bien sur le dos en utilisant le livre comme pare-soleil? Ça mérite réflexion. Vous lisez comment, vous? Je lis pas à la plage. Même les livres de Marc Lévy? Non, il y a d'autres usages possibles avec les livres de Marc Lévy, mais pas celui-là, non, pas celui-là. Alors, pour draguer sur la plage, vous conseillez de faire semblant de lire quoi? De lire tout court, ça Ah suffit, ouais. ça suffit à distinguer. Ça distingue oui, des autres. Ça suffit. Bon, on passe au bilan maintenant. Donc S'il vous d'abord plaît. la télé, avec Paris Première. L'an dernier, vous aviez été nominé pour le Gérard du chômeur qui vient pointer à Paris Première plutôt qu'au Pôle emploi. Oui. Vous ne l'avez pas eu et c'est normal, parce que vous travaillez beaucoup, en fait, sur Paris Première, beaucoup de boulot. Il y a Sa Balance à Paris, qui rentre dans sa 4e saison. Il y a aussi Zemmour et Nolot, Oui. qui rentre dans sa 3e saison. Bah, une émission avec Zemmour, il faut multiplier par 7. C'est comme pour l'âge des Comme chiens. les Voilà, chiens. c'est comme si j'avais fait 20 ans. Voilà. Alors, au sujet de Zemmour, vous avez déclaré « La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il pose des questions trop longues. » Vous n'avez rien d'autre à lui reprocher à Zemmour? En tant qu'animateur, non. Alors, vous savez qu'en vieillissant, on devient plus de droite. Ah, pardon. Hein Pardon. Et en vieillissant, il va devenir quoi, Zemmour, alors?
Ça, c'est une bonne question. Ouais. Zemmour vieux. Ouais. Alors, votre rêve, en fait, en télé, ça serait d'avoir un prime culturel sur France 2, mais il y a déjà Patrick Sébastien en même temps. Voilà. Vous avez peu de chances de l'obtenir. Non, et puis ils ont supprimé les mots de minuit parce que ça faisait doublon, je crois. Oui. Donc j'essaye d'imaginer les lettres de téléspectateurs hurlant au harcèlement culturel. Ouais. Ah, il y a plus trop de culture Il sur y a France trop de Télévisions. culture. Et ils ont su écouter la voix du peuple et supprimer Oui. les mots de minuit. Ouais. Depuis, ça va beaucoup mieux. Donc, en télé, bilan très positif, on peut le il me dire. semble. En radio, bah aussi, vous présentez tout l'été avec Thierry Chaise une émission qui s'appelle On revit le match. On revit le match. Tous les samedis de 19 à 21h. Vous revenez sur les grands moments du sport. On raconte ce qui se passait autour, qu'est-ce qui passait à la radio, qu'est-ce qui passait à la télé, quels étaient les grands événements sociaux, politiques, etc. Alors à la rentrée, est-ce que vous allez rejoindre la bande de Hanouna sur Europe 1? Alors avec Hanouna, la situation est compliquée parce qu'on se fait des déclarations d'amour Ouais. depuis des années, Oui. mais on met toujours pas la langue, quoi. Voilà. Ah, On flirte, mais on met pas la langue. Ah. Alors je sais, je ne savais pas. un jour, Ouais. peut-être, pour l'instant, non, toujours pas. On passe à la partie négative du bilan. Ah, maintenant. ouais. Alors, votre livre, là, Pourquoi tant de haine chez Gassevitch. Alors, je le rappelle, c'est une compilation des meilleurs articles publiés par vous depuis 20 ans. Vous allez le vendre chez Ruquier, et là, c'est le drame. Oui. Votre remplaçant, Émeric Caron, vous attaque sauvagement, traité d'amateur, de roquet, de garçon coiffeur, et pire, de candidat pour qui veut épouser mon fils. De candidat idéal. Soyez juste, Thierry. Ouais. Non, ce que je lui reproche, c'est que il a fait 15 minutes sur la couverture, Ouais. 5 minutes sur la quatrième de couverture, et il n'a pas abordé le code barre. Moi, j'aurais voulu qu'il critique le code barre, et il a négligé cet aspect de mon livre. C'est ça que je lui reproche. Assez violent, hein. Bah oui. Lui, vous a qualifié d'aigri. Il a dit, le jour où je quitterai cette émission, j'espère que je ne serai pas aussi aigri que Éric Nolot. C'est toujours la guerre, alors. Non, non, pas du tout. Il faut être deux pour faire la guerre. Voilà. Ouais. Alors, on passe maintenant à l'interview formatée. On reste dans le domaine de la télé. Et c'est Alessandra Sublet qui va vous questionner. Formidable. Alors, comment ça va, Éric Zemmour? Ah, pardon, c'est Éric. Ouais, c'est pareil, c'est hein. pareil, pareil. Éric. Alors, Éric, ça nous fait super plaisir de vous avoir. Vous, le célèbre critique de l'émission On n'est pas cassé de Laurent Ruquier. On n'est pas couché, Alessandre. Ah, mais c'est pareil, hein, c'est pas grave. Ah, je m'en fous, moi. Hein. En tout cas, on est content de vous avoir ce soir. Vous, Éric Nolot, l'amoureux des livres. Ça fait longtemps que vous savez lire. C'est bien hein, de lire. Ça détend. Ouais. Mais vous lisez dans votre tête ou à haute voix? Vous savez que c'est récent, hein, Ouais. Thierry. En fait, pendant des siècles, on a lu à haute voix. Hein. Ah oui. C'est très récent. Mais tu qu'on vas en lise, apprendre des trucs. Qu'on lise pour ça. Mais oui, 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 C'est pour ça l'avantage que- de cette émission. Oui, oui, et puis de certains invités, surtout. Alors, alors je disais, vous lisez beaucoup et vous finissez les livres. Des fois, c'est long, non? Oui. Est-ce que des fois, vous sautez des pages? Non, mais vous savez, moi, il y a des fois, je saute des livres. Moi, mon livre préféré, c'est À la recherche de l'Arche perdue. Alors, ce qu'on aime bien chez vous, Éric, c'est que vous n'avez pas votre langue dans la bouche, quoi. Non, là, ça devient exagéré. Thierry. Non, vous avez l'air sympa, vous êtes vraiment sympa. Non. Parce que moi, je crois qu'il faut se méfier de l'eau qui bout. Très jeune, vous avez aimé les livres et le football, hein? Ça devait pas être simple pour jouer. Alors, je disais, on vous aime bien parce que vous disiez souvent ce que vous pensez. Excellent. Alors, Jeannette, rebonsoir. Bonsoir. Donc, vous étiez secrétaire d'État à la jeunesse sous Sarkozy. Ensuite, vous avez écrit un livre qui s'appelle Ma République se meurt chez Grasset, où vous racontez, entre autres, la réalité du personnel politique de droite, Guénaud, Guéant. C'est assez assassin pour eux. Hein. Le jour où vous demandez la démission de Moubarak, Guéant vous dit « Il n'y a rien à faire avec des gens comme vous ». Oui. Quand j'ai tenu ces propos sur Moubarak, je rasais les murs du Conseil des ministres parce que tout le monde pensait que j'allais être dégagée à mon tour. Elle vous a aidé, Roselyne, sur ce coup-là? Puis je crois que personne ne m'a vraiment aidé sur ce coup-là, voilà. C'est moche. Non, C'est la vie, non, non, je vais vous dire quelque chose. Dans les combats, et Roselyne le sait, on est seul. Quand elle a été députée, quand elle est montée à la tribune sur le Pax, elle était seule. Quand on a des convictions, on les défend seuls, on n'attend pas le soutien des autres. Roselyne,
Non, mais dans cette affaire, dont d'ailleurs je ne me souviens pas, effectivement, non, attendez, voilà. On peut pas se souvenir de tout en même temps. Chacun, évidemment, court dans son couloir, et si Jeannette attendait une défense de ma part et que je ne lui ai pas apporté, je le regrette. Bon, enfin, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à chaque Conseil des ministres, Brice Hortefeux, vous demandez vos papiers quand même. Oui, On passe au bilan, Jeannette. Oui. Alors d'abord, une reconversion réussie. Après la défaite de Sarkozy, vous êtes entrée au sein du très prestigieux cabinet d'avocats Mayer-Braun. C'est quoi cette passerelle qui permet aux politiques, finalement, d'obtenir un certificat d'aptitude à la profession d'avocat? J'en ai pas du tout bénéficié parce que je suis docteur en droit. J'étais pendant plusieurs années maître de conférences en droit public à la Sorbonne. Et je suis maître des requêtes au Conseil d'État. Et j'ai bénéficié du dispositif qui permet à des magistrats de devenir avocate. Alors j'ai regardé sur le site du cabinet Mayer-Braun. Vous n'avez pas mis dans votre biographie que vous aimez Lafouine, Booba et Colonel Rayel. Pourquoi? Mais j'adore, en fait. Là. Je les ai même je sais produits. que vous les adorez. Mais j'ai même produit. Voilà. Ouais. Et dans le clash entre Lafouine et Booba, vous êtes pour qui? Lafouine. Lafouine, d'accord. Lafouine, vous aussi. Alors, toujours le côté positif du bilan. Vous avez été maman cette année. Il y a un peu plus d'un an. Chapeau, parce que vous avez retrouvé une ligne d'enfer, Jeannette. Enfin, je sais que vous avez adopté, mais quand même. J'ai adopté toute seule ma petite fille, ma petite mère. Et bon, Rosine m'a offert un petit ensemble gris qu'elle m'a donné à l'Assemblée nationale. La taille était exacte. C'est un joli petit body, un petit gilet gris et une petite robe avec un petit Vous avez blouson. beaucoup à se faire pardonner. Attendez. Il y a un truc que je comprends pas. Je croyais qu'à l'UMP, un enfant, c'était une maman, un papa, alors. Ouais, alors moi, je suis mal barrée. Hein. Vous n'êtes pas très UMP compatible, hein. J'ai tout faux. Comment va May, alors? Elle va très bien, ma fille. Elle est magnifique, elle est sublime. Jeannette, là, on va passer maintenant au côté négatif du Oh, il bilan. doit y en avoir plein. Il y a le fait que vous n'ayez pas encore trouvé votre moitié d'orange. Bah oui, parce que Ça j'espérais me désole. La dernière fois, je suis passée, il y avait Antoine Decaune, il m'a dit qu'elle allait me présenter quelqu'un et rien du tout. Rien, alors là, rien. Il voulait peut-être vous présenter Michel Denisot. Mais il est Châteauroux comme moi et je connais sa femme. Ah! Alors, on passe maintenant à l'interview formatée avec un grand classique pour vous, Jeannette. L'interview Up and Down. Ce que vous préférez en vous? Mes Non, seins. mais tu peux le dire. Hein. Mes seins, on va dire ça. Et Roselyne, une fois, elle a dit que j'avais la plus belle poitrine de tout Paris. Ah! Je tenais à le dire. Elle l'a dit. Elle l'a dit dans un ascenseur. Vous avez vu les seins de Jeannette, vous? Oui. Et vous n'êtes pas lesbo, là, vous m'avez dit tout à l'heure. Non, mais on peut admirer les belles choses. C'est vrai. Ce que vous ne supportez pas en vous. Mes cheveux. Voilà. Ce qui vous plaît le plus dans la vie. Ma fille, Ce qui vous plaît le moins dans la vie. la bêtise. Ce que vous préférez dans le sexe. Je sais pas si mon père va regarder l'émission. La jouissance. Ce qui vous dégoûte dans le sexe. Bah, Quand il n'y a pas de jouissance. bah oui, voilà. Ouais. Quel est votre meilleur souvenir? Quand j'ai rencontré Johnny Wilkinson. Oh là. Bah oui, tant qu'à Ah ouais. faire. Elle est un peu, elle est un peu Britney, Morgane de Wilkinson. Ah, oui. Et votre pire Je souvenir, c'est quand comprends. vous avez appris qu'il était marié. Et alors, faut pas se décourager. Roselyne. Dernière question, l'homme politique le plus génial. Si je vous dis René Capitan, ça ne va pas parler à René personne. Capitan. Oui. Mais c'est bien sûr, gaulliste de gauche. Bah oui. Et le plus détestable. Voilà. Mais vraiment, hein. Vraiment. Voyez voir Maigret. Bruno Maigret. Bah oui. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. De Villiers. Philippe de Villiers, j'aimais pas non plus. Ah, ça va venir, ça va venir. Bien, on passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est le médecin nutritionniste Jean-Michel Cohen que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Avant l'été, on pense souvent à faire un petit régime. Surtout si on a prévu d'aller à la plage, où va falloir se mettre en maillot devant tout le monde. Mais il n'y a pas que pendant l'été que vous serez jugé sur vos bourrelets. À la rentrée, va falloir continuer le régime, parce qu'être mince, c'est encore plus important au boulot qu'à la plage.
Pour le prouver, des psychologues américains ont mené une enquête sur un panel de 23 000 salariés allemands et américains. Le résultat est sans appel. Plus vous êtes gros, plus votre salaire sera mince. Une femme en surpoids gagne en moyenne 7 000 € de moins par an qu'une femme de corpulence moyenne. Et encore, pour les femmes obèses, c'est pire, puisqu'elles gagnent en moyenne 14 000 € de moins chaque année. En revanche, pour les femmes qui sont plus minces que la moyenne, c'est le jackpot. Elles gagnent 16 500 € de plus que les femmes de corpulence ordinaire. En revanche, quand on est un homme, c'est le contraire. Mieux vaut ne pas être trop mince. Selon l'étude, quand un homme est plus mince que la moyenne, il est payé 3 000 € de moins que les gars de corpulence moyenne. Comme quoi, les employeurs ont parfaitement intégré les standards de beauté diffusés par la presse magazine. Comme ça, vous cherchez du travail, c'est nous? Oui. Le problème, c'est que ces standards de beauté n'ont rien à voir avec la réalité. Selon une étude de l'INSEE, la Française moyenne mesure 1m63, pèse 63 kg et ses mensurations sont 94, 80, 93. Or, dans la presse féminine, le poids des mannequins est de 25% inférieur à la normale. De nos jours, ce n'est donc pas facile de résister à l'injonction de maigrir. Petit à petit, les kilos s'installent. Contribuez à brûler les calories. Mincissez sans effort. Même le gouvernement reconnaît que ce n'est pas bien d'être gros, puisqu'il lance régulièrement des campagnes contre l'obésité. Bougez 30 minutes par jour, c'est facile. Alors, pour se défendre, les gros pourront toujours citer Marlon Brando. Il avait déclaré « Quand on choisit d'être gros dans ce monde livré aux marchands de minceur, c'est qu'on a l'âme d'un révolutionnaire. » Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Bravo, Julien. Jean-Michel Cohen, bonsoir. Bonsoir. Et la star des médecins nutritionnistes, bienvenue parmi nous. Alors après le politiquement correct, le physiquement correct est-il en train de devenir la nouvelle dictature de notre société? À votre avis, Roselyne? Oui, oui. On voit bien, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, les attaques contre les gens qui ne sont pas tout à fait dans les normes, et c'est assez odieux. Éric, j'ai perdu 12 kilos, non? C'est à cause de la dictature du physiquement correct? J'ai ressenti une pression, oui. À force de voir tous ces mannequins féminins, je me suis dit qu'il faut que je me rapproche de ce modèle. Et je me suis arrêté à mi-chemin, quoi. Ça va encore. Jeannette? On veut toujours perdre du poids et on rêve d'être Kate Moss, mais bien évidemment. Ouais. Moi, je rêve d'avoir pas de poitrine, d'être plate, d'être mince, de pouvoir être à la plage. Voilà, mais c'est terrible. Et je peux vous dire que c'était une cause de discrimination. En fait, une des premières causes de discrimination, c'est l'apparence physique. Et les gens le subissent dans l'accès au marché de l'emploi. Alors, Karl... Vraiment, j'en ai strictement rien à foutre. Vous avez pris un peu, non? Je ne fais jamais de sport. Je m'en réfléchis. Je m'en contrefous de ces conneries. Alors, c'est vrai que maintenant, pour réussir, il faut avoir un look de winner, hein, docteur? On dit que ça fait partie de la performance. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs au travers du milieu de la politique. La plupart des hommes politiques s'attachent à avoir un physique très élancé. Et en même temps, ils veulent montrer, quand ils savent faire un régime et quand ils maigrissent, qu'ils sont capables de se dominer. Donc le fait d'être mince, ça veut dire que vous êtes performant. Et le fait d'être gros, c'est assimilé à un relâchement. Est-ce que François Hollande a suivi vos conseils? Non, je ne crois pas qu'il a suivi mes conseils. Sinon, il n'aurait pas regrossi. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, merci. On a dit à un moment donné qu'il avait fait les régimes protéinés de mon ami le docteur Ducamp. Il a démenti, puis il l'a reconfirmé, mais tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que je ne sais pas pour quelle raison, mais il a tendance à prendre du poids en même temps qu'il nous fait perdre un peu de poids à nous. Hein. Donc c'est pas forcément... Alors, pour ceux qui veulent maigrir, comment on fait alors? Écoutez, c'est un exercice difficile. Ça veut dire que contrairement à ce qu'on raconte, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de slogans. Il y a le slogan de la dictature. Il n'y a pas vraiment de dictature. Personne ne vous flagelle pour maigrir. Non, mais quand même. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a eu un vœu molle, quoi. C'est la pression tous les jours. Il y a quand même un vœu collectif de la population qui a été appuyé par les connaissances scientifiques. Et il n'y a pas un jour qui se passe sur lequel on vous dise les obèses vont mourir parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils vont attraper le cancer, etc. Et puis il y a un autre vœu collectif. Il y a une adaptation à l'environnement. C'est-à-dire que quand il y a eu des périodes de famine, on a tous grossi parce qu'on faisait des réserves. Aujourd'hui, on vit dans une société d'abondance, donc on peut s'autoriser à ne pas manger. Donc je me méfie des slogans. Pour maigrir, il faut dire aux gens que c'est un boulot. Ça fait 30 ans que je fais ce job. J'ai vu tous les régimes passer. Aujourd'hui, je crois à deux mots, à l'accompagnement et à l'environnement et à l'engagement. Ça veut dire que si vous n'êtes pas engagé à maigrir, si vous n'avez pas une vraie raison de maigrir, et si vous n'êtes pas accompagné pour maigrir, ça ne marche pas terrible. Vous avez déjà fait des régimes, Jeannette? Bien sûr, plein. Et alors?
On perd du poids, mais la seule difficulté, c'est sur la longue durée. Moi, je suis une méditerranéenne, donc je vois un gâteau, je prends 3 kilos. Donc, et je suis gourmande. Je suis gourmande, donc, donc on a le sentiment qu'on doit être dans la restriction. Mais j'y arriverai jamais, vous Jamais. Non, jamais. Vous avez baissé les bras, Jeannette? Vous êtes très jolie. C'est un premier exercice physique, baisser les bras, les remonter. Et voilà, ça commence. Et vous avez déjà fait des régimes Oui, j'ai perdu dans ma vie au moins 600 kilos. Ah oui? Oui, facilement. Mais mon problème avec le poids, c'est justement que j'ai fait beaucoup de régimes et que j'ai déséquilibré ma machine biologique. Si vous permettez, je vous explique. Le régime est un exercice de frustration. Et face à cette frustration, il y a une réponse à un moment donné qui est la libération du désir de manger. Et quand on arrive à un poids donné dans la vie, c'est en général l'héritage de 2 choses. Un héritage culturel et familial à propos de la nourriture. C'est-à-dire que vous avez fabriqué un comportement alimentaire qui a 25 ou 30 ans de naissance, que vous voulez changer en 2 mois. Et la deuxième chose, c'est que vous avez des raisons physiques, métaboliques de conserver ce poids. Donc, quand vous finissez un régime, il faut dire aux gens qu'en général, 80% de leur temps jusqu'à la fin de leur vie, ils seront condamnés à faire attention. Mais faire attention ne signifie pas faire des régimes difficiles, et c'est toute la difficulté. Et vous, alors, vous avez fait quoi comme régime? Non, moi, c'est un cas particulier, c'est que j'ai fait beaucoup de sport jusqu'à 30 ans et j'ai arrêté du jour au lendemain. Alors là, c'est le métabolisme, c'est l'affolement total. Moi, je la connais, celle-là. Parce que la plupart des hommes qui viennent me voir pour maigrir, en général, ils ont beaucoup plus d'excuses que les femmes. Ils ont arrêté le sport et ils font des repas d'affaires. Et en général, ils maigrissent moins bien que les femmes. Mais vous, c'est bien. Mais... Non, mais ça a été... Quand j'ai arrêté le sport, je prenais 1 kilo par an. En 2 mois, ça a été réglé. À partir du moment où mais vous avez fait quoi, alors? J'ai couru. On le déteste, Eric Nolot, parce qu'il dit qu'il court, il perd 12 kilos, mais c'est pas possible. Mais j'ai même arrêté tellement je perdais du poids. Vraiment, j'ai arrêté de courir. Il se la pète, voilà. Nous, on lutte contre les poids. Mais ça arrive, ça arrive. Moi, je cours et je perds pas de poids. Parce que c'est récent, donc dans la bibliographie que je regarde régulièrement, les Américains ont montré que les personnes qui concomitamment faisaient un exercice physique en même temps qu'ils s'engageaient dans une surveillance diététique aboutissaient à leurs résultats et avaient de meilleurs résultats que les autres. Donc ça a permis de répondre à une question qui était, il y a plein de gens qui vous demandent est-ce qu'il faut faire du sport avant de maigrir, après, au milieu, etc. Oui, il faut en faire vraiment au même moment. C'est la notion d'engagement dont je parlais tout à l'heure. Karl, t'as jamais fait de régime, toi? J'ai fait une fois, oui. Et alors? J'ai perdu 10 kilos en 2 mois. J'ai arrêté de manger tout. Alors j'ai arrêté tout ce que j'aime, le fromage, les charcuteries, le pain, le beurre, les pâtes, le riz, les patates, l'alcool. Il restait en gros rien. Ah, évidemment, j'ai fondu, tu vois. Il restait la cigarette. Après, j'ai tout repris en 6 mois. Voilà. C'est sans espoir. Connerie, quoi. Alors moi, j'ai lu votre bouquin, docteur. Merci. Alors déjà, il faut manger des produits frais. Hein, ça, c'est la première chose. Ensuite, vous dites que, finalement, cuisiner soi-même les aliments, c'est meilleur et ça revient moins cher qu'acheter des plats tout préparés. Donc cuisiner des produits frais, faire de la cuisine, essayer de donner du goût aux aliments, c'est-à-dire changer de façon de cuisiner, ne pas exclusivement penser en termes de sauce, de crème, etc., penser épices, infusions, herbes, chose que les chefs de cuisine aujourd'hui, mon copain Marx, par exemple, fait des bouillons avec du poisson qui sont absolument remarquables. Voilà. Et puis il faut casser l'idée, parce qu'on dit souvent, oui, si vous n'avez pas un gros budget, vous ne pouvez pas manger des produits frais. Mais quand on regarde dans les caddies de certaines personnes, toutes les saloperies bourrées d'acides gras trans, etc., d'huile absolument pas conforme à une diététique et qui coûtent très très cher. Quand on est mère célibataire, c'est pas évident quand vous travaillez 12 heures par jour. De savoir... Vous avez raison, c'est la vie moderne. Ça veut donc dire qu'il faut donner aux gens des systèmes pour cuisiner à la maison rapidement des choses justes. Justement, vous êtes favorable au surgelé, vous dites que c'est pas... Voilà, vous n'êtes pas contre. Les conserves, pareil. Les conserves, ça va. Et c'est pas cher. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est les plats cuisinés. C'est moins cher, c'est pratique, mais en même temps, c'est plus qu'on connaissait. Parce que des fois, il y a du cheval dedans. Oui, mais ça, c'était une fraude, c'était une escroquerie, c'était pas un problème nutritionnel. C'est un type qui a vendu un truc pour autre chose. Mais à la limite, personne ne l'a dit, mais en vendant du cheval, on offrait aux gens plus de protéines qu'autre chose. C'était du minerai. En fait, c'était le minerai qui était dégueulasse. Donc, qu'est-ce que c'est horrible, ce minerai, Alors, vous dites aussi, docteur, que le light ne veut pas obligatoirement dire 100 calories. Il y avait une caricature dans Le Parisien il y a quelques temps où on disait c'est light, je peux en manger le double. C'est exactement ce qui s'est produit. Ce sont des segments de marché, comme l'est devenu le bio, comme est en train de le devenir sans palme, sans OGM, sans ceci, sans cela, sans sel, et à la fin sans rien du tout un jour. Donc voilà, ce sont des segments de marché que l'industrie développe. Ça vaut pas le coup. Par exemple, je vois entre un yaourt normal et un yaourt à 0%, il y a finalement 10 calories de différence. Et on a un produit qui est beaucoup moins bon. Bah oui, c'est ça.
Le lait de vache, c'est mauvais le lait de vache? Alors ça, c'est une des grandes conneries des 20 Tu dernières vois, années. moi, j'ai arrêté de boire du lait de vache. Ça veut dire non. que tous les iridopathes, naturopathes, bidulopathes du monde ont trouvé ça pour finir les consultations en disant l'air savant, arrêtez le lait, aucune démonstration scientifique. Il y a des intolérances au lait, mais le lait n'a jamais donné de rhumatisme, ou en tout cas, c'est pas prouvé, jamais donné de sclérose en plaques. Ça fait partie des grandes rumeurs. Ouais. Alors vous dites qu'il faut réduire les portions, évidemment. J'ai fait un tabac aux États-Unis avec ça. C'est-à-dire qu'en montrant simplement une salade divisée par 2 aux États-Unis, en disant ce sont les Parisiennes qui mangent comme ça, les gens sont. Ils disent quelle recette extraordinaire. C'est un truc de bon sens. C'est pas du tout une science alambiquée, etc. Se nourrir est un geste qui appartient à tout le monde. C'est pas la connaissance seule des médecins. Bien. Vous faites toujours votre stretching là avec votre coach 3 fois par semaine? 3 fois par semaine, c'est absolument indispensable avec ma Christelle qui me fait ça très très bien. Ça vous réussit, hein? Je sais pas, à 66 ans, on me dit que ça va, c'est encore... Mais ça va très bien. Merci Jean-Michel d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Nous sommes toujours en compagnie de Roselyne Bachelot, de Jeannette Bougrabe, d'Éric Nolot et de Carl Zéro. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Philippe Frey. Bonsoir. Alors, Philippe Frey, un peu comme Indiana Jones, vous enseignez dans une université une partie de l'année et le reste du temps, vous explorez des déserts aux 4 coins du monde. Vous êtes le seul homme à avoir traversé le Sahara d'est en ouest en solitaire avec 2 chameaux, ce qui fait quand même 10 000 km. Les Touaregs vous surnomment le nomade blanc. Vous nous raconterez vos exploits à 20h. Et maintenant, le meilleur de Gaspard Proust. Pas une semaine sans que l'islamisme ne fasse la une. La dernière fois, j'allume ma télé, tu vois, je tombe sur un imam fou en train de prêcher. En fait, c'était Diams. Non mais, moi, je veux pas la critiquer, hein. Moi je la préfère musulmane que rappeuse. Tourisme. Alors je sais pas, tout le monde a vu cette photo de Kim Jong-un, Mahjong 2 ou Backgammon 3, je sais plus très bien. Mec, il est fort, hein. Faire croire au monde entier qu'il va lancer une attaque nucléaire alors qu'il fait du cheval en Camargue, franchement, c'est pas avec cette photo qui fera trembler le monde. Enfin, on dirait Attila avec des problèmes de cholestérol, c'est pas... La Corée menace d'attaquer les États-Unis. La Corée, les États-Unis. Alors, ils ont envoyé Dennis Rodman, grand basketteur, là, pour faire une médiation. Je comprends que les Coréens se vexent, quoi. Quand l'Amérique envoie comme représentant officiel un ancien basketteur habillé comme un dictateur zaïrois, enfin, même nous, on n'a pas eu l'idée d'envoyer Philippe Catherine négocier avec Acme, quoi. Tuning. Oui, elle voulait se faire refaire les fesses, elle se fait amputer des bras et des jambes. De quoi elle se plaint? Il y a 100 bras, 100 pieds, s'il y a bien une chose qu'on va plus regarder, c'est son cul. Hein. Haute joaillerie. Une ligne de bijoux style esclave a été lancée. Enfin, moi, j'étais extrêmement content. Mais évidemment, ça fait polémique dans ce pays tout de suite. Hein. C'est très mal vu d'être à la fois soumis et coquet. Hein. Alors, c'est sûr, bien sûr, que l'esclavagisme, ce n'est pas bien. C'est vrai. C'est vrai que c'est un vivre ensemble qui ne laissait que peu de place au dialogue social entre employés et patrons. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais eux, au moins, ils avaient un travail. Justice, qui paraît que Cahuzac était insoupçonnable. Un chirurgien esthétique, directeur de clinique privée, qui a une société de conseil pour l'industrie pharmaceutique et qui prend sa carte OPS, dire comme indice de suspicion, il faut quoi en plus? Alors je précise à Plenel, hein, moi je suis suisse et j'ai un compte en France, et je fais déjà l'objet d'une enquête en Suisse. Mais pas de la part des services fiscaux, mais des services psychiatriques. Je dis ça de payer mes impôts ici parce que je trouve ça formidable. Je pense que c'est super important de participer à l'effort de redressement dans la justice, dans l'égalité du mariage pour tous. We are the world, we are the children. Et, parce qu'attention, excusez-moi, mais d'être un peu engagé, mais c'est vrai que l'impôt, ça sert à payer des hôpitaux, des crèches, des écoles, mais aussi des trucs bien, comme les prisons, les charters, la bombe nucléaire, des CRS qui viennent à Notre-Dame-des-Landes.
Quand on voit ce qui tracasse le gouvernement en ce moment, c'est quoi? C'est les punks à chiens qui font des cabanes sur des tarmacs en jachère. Enfin, c'est l'impression de voir le rassemblement annuel des sosies de Zaz, quoi. Non, mais ça c'est du sujet, quoi. Ça, c'est du sujet, quoi. Faire des tables rondes avec des terroristes nature et découverte, enfin... Des tables rondes, des cagettes retournées. Moi, le côté SDF des bois, sans douche fixe, enfin, je sais pas, quoi. Je sais de quoi je parle, hein, ça. Une fois, je suis sorti avec une altermondialiste. Chacun ses dossiers, hein. Bon, le seul côté pratique avec une altermondialiste, c'est que pour les mycoses, t'as pas besoin de passer au labo, ça se voit à l'œil nu. Justice. Ouverture du procès de Jean-Claude Masse, l'ex-roi des prothèses mammaires, frauduleuse. Alors, 300 à 400 femmes sont venues assister au procès, quoi. Dès qu'il s'agit de coquetterie, quoi, il y a tout le monde. C'est pas au procès de Klaus Barbie qu'on aurait vu une telle concentration de nanas. Alors elles sont là à chouiner. Oh, il est indifférent, il s'en fout, bout le méchant. Ils veulent qu'il fasse quoi? Qu'il arrive, rigolard. Salut les prothèses qui fuient, bip bip. Bien sûr, je suis coupable, j'ai mis du mazout, mais au prix du brut, j'allais pas mettre du kérosène, enfin. Contre la délinquance dans ce pays, on a tout essayé, mais pas la charia. Non, parce que si on commence à couper un bras à chaque délinquant, en termes de réinsertion, à part faire Captain Crochet dans la parade chez Mickey, Et encore que je pense pas aux multirécidivistes, hein. Eux, ils n'auront qu'une possibilité de réinsertion, dire le foot. Mais comme ballon. C'est les hommes troncs qui rebondissent dans les filets, quoi. Quelques bonnes nouvelles quand même. Le mariage gay est devenu le mariage pour tous. Ouf. Ouais. Enfin, pouvoir officialiser avec ma mère. Bon. Le plus dur, ça sera d'annoncer à mon frère que c'est aussi mon fils. Tu connais la dernière blague de... C'est un député qui fait les marchés le dimanche et il dit aux gens « Mais vous savez, on fait vraiment tout pour lutter contre le chômage et tout. » Et l'électeur qui répond « Occupez-vous plutôt du mariage gay. » Terminons sur une bonne nouvelle. Michael Youn a encore été cambriolé. Avec un peu de chance pour le cinéma, les voleurs auront aussi dérobé les scénarios des prochains films. Alors, est pas belle la vie? Voilà, c'était le meilleur de Gaspard Proust. Vous aussi, vous pouvez suivre l'actualité de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Alors, Philippe Frérot, bonsoir. Vous êtes né à Strasbourg le 23 février 1958, père ingénieur, mère, femme au foyer. Tout petit, vous avez les cheveux blonds, les yeux bleus, vous avez une gueule d'ange, et vous êtes même enfant de chœur à l'église du quartier. Mais rapidement, votre caractère change. Pendant vos vacances chez votre grand-mère, vous explorez les collines alentours. Résultat, un poignet fracturé à l'âge de 5 ans, un bras cassé à l'âge de 10 ans. Vers 12 ans, toujours dans les Vosges avec votre copain Henri, tous les week-ends, vous dormez dehors. C'est-à-dire que l'hiver, vous dormez dans la neige? Oui, il faisait moins 15, comme ça, moins 20 parfois. À 14 ans, vous découvrez la Turquie lors d'un voyage en famille, mais le périple est trop douillet à votre goût. C'était des vacances, quoi. C'était du caravaning. Et vous décidez d'y retourner l'année suivante. Vous voulez y aller tout seul, mais vos parents refusent, et vous partez en douce l'année suivante, en laissant un petit mot. Je suis en Turquie, je reviens dans 3 mois. Oui, j'ai fait une fugue, c'est vrai. Mais c'était irrépressible, je ne pouvais pas m'empêcher. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, j'étais attiré, il fallait que je parte. Alors, vous demandez de l'argent à vos parents, mais l'argent n'arrive pas. Et là, vous êtes obligé de tout vendre. Enfin, tout vendre. C'est-à-dire, vous vendez quoi? Vos t-shirts, vos chaussures? Des chaussettes blanches de tennis que j'ai vendues dans les bas-fonds d'Istanbul. Mais ça me rapportait un peu de sous, d'ailleurs. C'était assez demandé à l'époque. Très difficile, hein. Vous dites les bons jours. Je gobais un œuf et j'avalais une tomate quand même. Hein, mais j'étais bien. Ah ouais. Alors, sur votre lancée, quand vous faites ce voyage en Turquie, vous poussez jusqu'en Syrie, vous faites une boucle en Irak, mec, il a 15 ans. Hein. L'année suivante, avec votre petite amie, vous décrochez un poste d'instituteur dans une ville algérienne aux portes du Sahara, mais elle, ça lui plaît pas du tout. Hein. Non, mais on n'était pas mariés déjà, donc elle était kabyle, moi j'étais français, c'était assez mal vu. Et les gens lui jetaient des pierres, l'insultaient, la traitaient de pute. Donc... Mais vous continuez, vous poursuivez vers le sud, et en plein mois de juillet, vous vous enfoncez dans le désert,
par la piste dite la transsaharienne. Oui, donc j'ai traversé la première fois le Sahara, normalement du nord au sud, à l'âge de 16 ans. Sur des camions de date, mais c'était sympa. Bon, il faisait chaud, c'est clair. Au mois d'août, il fait chaud. Alors vous dites que la température était presque inhumaine, mais ça m'a procuré du plaisir. Oui. C'est le début de votre drôle de vie. Durant ce voyage, vous serez enfermé dans un cachot noir et humide de 2 mètres sur 2. Ouais. Vous tomberez malade, amibiase, hépatite B, paludisme, enfin. Mais ça va. Ouais. Bah, si on l'a déjà attrapé, au moins on l'attrape plus après. C'est un gros avantage. Et là, sans même avoir l'âge légal de conduire, à ce moment-là, vous vous lancez dans le trafic de voitures. Alors, vous achetez des pick-up, des 404, des 504 d'occasion. Vous les retapez et vous les convoyez en Afrique. C'est terriblement dangereux de faire ça, non? Non. Un jour, il y a du bois à l'arrière du pick-up qui prend feu. Vous vous rendez compte qu'il y a aussi de l'essence. Oui. Donc le pick-up a pris feu, il a explosé en fait. Donc bon, ça se voit pas trop, mais il cicatrise très bien, quoi. Ah non, mais attendez, c'est pas ça. C'est que vous êtes tellement brûlé qu'il faut gratter votre peau, même le visage, avec un couteau. Hein. Non, j'étais brûlé vraiment au 3e degré par endroit. Et non, c'est douloureux, c'est clair. Mais c'est un apprentissage. Il dit ça d'un de la douleur, de l'effort, et je ne regrette pas, en fait, rétrospectivement. Alors, cette vie va durer 10 ans, ce qui ne vous empêchera pas de décrocher 3 masters. Et à 30 ans, vous préparez une thèse sur les Toubous, qui est une tribu nomade du désert. Là, c'est comme Indiana Jones, quoi. Ouais. L'aventurier devient universitaire. Ouais, j'avais une Jeep qui était immatriculée RPB, République Populaire du Bénin. Je garais ça sur le parking des profs. Ça, c'est marrant, c'était complètement décalé, en fait, mais je ne me rendais pas compte. Ouais. Et là, vous décidez de traverser le Sahara d'est en ouest. Alors, jamais personne ne l'avait fait. Les Touaregs ne le font pas. Hein. Non. Les Touaregs ne quittent jamais leur territoire, qui est grand à peu près comme un département français, pas plus. Oui. Et ailleurs, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ont peur d'y aller. Vous êtes parti d'où pour faire ce voyage? Donc c'est de la mer Rouge à l'Atlantique, donc sur plusieurs pays que sont l'Égypte, le Soudan, le Tchad, le Niger, l'Algérie, le Mali et la Mauritanie. C'est vraiment dur. D'ailleurs, j'en avais parlé à Théodore Monod et il m'avait dit, il m'a jamais cru en fait. Alors, vous comprenez très vite qu'il faut marcher à côté du chameau. Hein. Le chameau, c'est un animal, c'est pas une voiture. Donc, on est obligé de l'économiser un maximum. Hein. Plus vous montez dessus, plus il se fatigue, moins vous avez de chances de survivre. Alors, vous transportez 5 kilos de farine, 1 kilo de sucre, 2 kilos de dattes et 160 litres d'eau. Ouais. Mais l'eau, elle est sur le chameau. Ouais. Elle est bouillante, l'eau. Ah, l'eau est très, très chaude. Et quand vous buvez, comment vous faites pour la rafraîchir? On ne peut pas la rafraîchir, on boit l'eau bouillante. Alors, au bout de 8 jours, vous arrivez dans un endroit qui s'appelle l'Empty Quarter, qui est une zone inconnue, en fait, entre l'Égypte, la Libye, le Soudan et le Tchad, et qui est matérialisée sur les cartes par une tache blanche, en fait. Personne n'a jamais traversé rien que le Sahara de l'Est. Il y avait un tas d'inconnus, en fait. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet Empty Quarter? Donc, il y a déjà des traces d'anciennes caravanes qui existaient, alors, il y a des milliers d'années, du temps de l'Égypte pharaonique. Et on voit encore ces traces qui sont là, dans le reg. On voit également des forêts pétrifiées entières. On voit également des tumulus avec des roches cristallines bleues qui sont phosphorescentes la nuit. Alors, seul dans le désert, évidemment, vous devenez un peu dingue. Hein. Vous parlez tout seul. Et vous êtes obligé de tenir un carnet de bord pour pas devenir fou, quoi. Oui, c'est vrai, parce que, imaginez, on marche, puis je me dis, mais j'ai dormi où hier soir? J'ai oublié. Ouais. Alors ça, c'est terrible. Et avant-hier, je ne me rappelle plus. Alors là, effectivement, on peut sombrer dans la folie. Ah ouais. Et vous avez fait des mauvaises rencontres? Oui, j'ai été attaqué plusieurs fois, 2-3 fois au Sahara. Il faut savoir qu'il y a plus de gens qui sont morts assassinés au Sahara que de gens qui sont morts de soif au Sahara. Alors, quand vous arrivez au Tchad, tous les points d'eau sont à sec, les bêtes sont à bout de force. Vous tenez le chameau, en fait, il a une corde. Quand vous tirez, ça lui arrache la... Ah oui, ça lui arrache la narine. Et là, vous avez assez d'eau pour tenir une journée. Et vous rencontrez 2 Toubous, armés de Kalachnikov. Vous leur dites « Je viens d'Égypte ». Et ils vous répondent « Impossible, personne ne l'a fait, surtout en chameau, et encore moins tout seul. » Faites quand même 2 mois de tôle, là. Oui. Alors là, vous rachetez des chameaux, vous repartez, et vous dites « J'ignore à ce moment-là que le pire est à venir ». Là, vous allez parcourir 1200 km dans le désert, la plus longue distance jamais parcourue entre 2 points d'eau. C'est absolument incroyable. Le maximum qui avait été fait, c'était 1000 km. Ouais. Alors, vous arrivez au Mali, et là, vous pénétrez dans ce qu'on appelle le djouf, c'est-à-dire le ventre
tous ceux qui rentrent dedans sont avalés par le désert. Ouais, c'est le triangle des Bermudes du désert. Voilà, quoi. c'est ça. Hein, c'est ça. Là, il fait 75 degrés. Au soleil. 75 degrés. C'est-à-dire, il fait 52, 55 degrés à l'ombre. Mais il n'y a pas d'ombre. Oui, c'est ça, d'accord. Il faut savoir que la température d'ébullition est à 90 degrés. Là, vous avez les pieds brûlés. Un de vos chameaux meurt. Les 2 chameaux meurent. Et vous buvez le sang du chameau. Ah bah oui. Alors, on est amené à faire des choses qui sont parfois dures. Ah oui, il boit le sang du chameau, oui. Bah, oui. Non, mais vous avez tué 2 chameaux. Non, j'ai pas tué de Et si, chameaux. Darmian, J'ai fait tout ce que j'ai pu pour sauver mes bêtes. Ce qu'un nomade ferait également. Ce qui est terrible, alors ça va encore plus vous choquer, parce que pour obliger le chameau à un moment, il n'en peut plus, il ne veut plus se relever. Pour obliger le chameau à se relever, il lui plante son couteau, dans la cuisse. C'est pour le sauver. Mais le sauver de quoi? Bah, de la mort. Certaine. Ah ouais. Ah ouais. Et vous savez ce qu'il faisait? Quand les chameaux ne voulaient pas avancer, il allait derrière le chameau, il leur tordait les testicules. Non, c'est pas vrai. Si. Mais c'est monstrueux, vous êtes un monstre en fait. Mais non, Jeannette, c'est comme ça dans le Mais non, désert. Alors, là, vous rachetez 2 chameaux, parce qu'il y a quand même... voilà, et vous attaquez la Mauritanie. Alors là, vous arrivez dans un point d'eau, et comme il y a très peu d'eau, et beaucoup de gens qui veulent boire, il y a 48 heures d'attente pour boire. Alors, vous décidez d'aller dans une mine de métaux rares, où vous pensez que vous allez trouver à boire, mais c'est devenu une ville fantôme, en fait, il n'y a plus rien. C'est vrai que ça paraît presque impossible, et c'est vrai qu'on peut considérer que c'est impossible. Ouais. Mais quand vous avez déjà marché pendant 8 mois comme ça, votre corps est façonné, vous êtes habitué. Non, mais moi, c'est pas la résistance du corps, c'est la résistance mentale. C'est-à-dire, je me demande comment, à un moment, vous lâchez pas l'affaire. Ça m'est arrivé pendant une demi-seconde, donc je me suis couché par terre, j'en pouvais plus. Donc je me suis couché, je suis resté une demi-seconde comme ça, je me suis relevé comme si j'étais brûlé au fer rouge. Je me suis dit que si je reste comme ça, je vais mourir. Ouais. Donc, Alors, votre carte que vous portiez sur vous a été détruite par la transpiration, donc la carte n'existe plus. Et là, vous êtes obligé d'éventrer un chameau pour boire le liquide qu'il y a dans son ventre. Oh non, ça continue. Mais oui. J'allais le faire. Non, vous avez montré encore. J'allais le faire. Ben, je sais pas, tu me rapprochais Lucas Magnotta, là. C'est le Lucas Magnotta des chameaux. Vraiment. Voilà. Finalement, donc vous arrivez à l'océan Atlantique. Là, vous êtes devenu accro au désert, quoi. Donc vous voulez visiter toutes les zones désertiques du monde à partir de ce moment-là. Vous faites le Kalahari. Alors, le Kalahari, c'est dans l'Afrique du Sud. Hein. C'est une cuvette qui est grande comme 2 fois la France. Et les Bushmen qui vivent là-bas depuis 50 000 ans, ils l'ont jamais traversé eux-mêmes. Non. En fait, c'est la plus grande étendue de sable d'un seul tenant du monde. Ouais. C'est un désert qui s'étend sur toute l'Afrique australe. Et c'est là que vivent les Bushmen. Donc ils vivent de cueillette et de chasse. Ils mettent l'eau dans des œufs d'autruche. Hein. Ouais. Et ils stockent ça sur leur territoire. Bon, s'ils passent par là, par hasard, ils déterrent, ils retrouvent l'endroit, ils déterrent, ils boivent et continuent. Et pour le reste, ils sont capables de trouver de l'eau également dans le ventre des animaux. Oh là là, mais c'est quoi Donc cette dans histoire? l'estomac, effectivement, les herbes prédigérées, comme pour le chameau. Hein. Ouais. Et ça peut fournir à peu près 4-5 litres de liquide. C'est pas mal. Alors là, il fait moins 10 degrés la nuit et votre sueur gèle sur votre corps. Oui. Parfois, il fait moins 15 degrés. Hein. Ouais. Donc c'est un désert qui est en altitude, qui est à 1200 mètres d'altitude à peu près. Donc il fait très froid la nuit, mais il fait très chaud la journée. Ouais. Au Sahara, on n'a pas de tels écarts. Alors vous mangez du pangolin, qui est un fourmilier à écailles. Hein. Ça fait quand même 10 kilos de viande, hein, Oh, pangolin. Ouais. Du scarabée. Les insectes, c'est autant de protéines que la viande. Bah ouais. Ça va, les insectes, Jeannette, ça va? Non. Ouais. Non plus? Non. Et alors vous avez peur parce qu'il y a des hyènes. Hein, Pratiquement toutes les 2 nuits, il y a des hyènes. Mais les hyènes, en fait, ne vous attaquent pas. En fait, quand vous elles n'ont pas l'habitude de voir des gens qui dorment par terre, même le sol. Donc elles croient que c'est des animaux blessés. Et elles viennent un peu tâter, quoi. Ouais. Mordiller, quoi. Donc si on se lève, on prend un bâton, on leur court après, Elles s'en vont. elles se barrent. Les lions? Lyon, c'est une autre histoire. Ouais. Comme me disait mon ami Bushman, avec lequel on a traversé le Kalahari, Simon, il m'a dit avec les lions, il n'y a rien à faire. De toute façon. S'il veut vraiment te bouffer, il te bouffe. Ah ouais, il n'y a rien à faire. Bon, il y a quelques techniques pour essayer de désamorcer le truc. Mais quoi, dites-nous là. Oui, c'est ça. Il m'a expliqué qu'il lui était arrivé une histoire. Il rentrait chez lui, il était suivi par un lion qui était en chasse. Bon. Il ne savait pas quoi faire, donc il s'est retourné, il a commencé à parler au lion. Et le lion était tellement étonné, parce que normalement un humain, ça ne parle pas au lion, il a écouté. Donc il s'est assis sur les fesses, il a écouté. Et tant qu'on parle,
Il ne bougeait pas. Et ça a duré comme ça pendant 3/4 d'heure. Et donc, ça le déstabilise. Et donc, bon, le bushman a dit, bon, maintenant, c'est pas tout ça, mais je vais rentrer chez moi. Il s'est retourné, il est rentré chez lui sans regarder derrière. Et le lion est parti. Alors voilà, vous êtes complètement accro au désert. Après le Kalahari, vous parcourez le désert du Thar, entre l'Inde et le Pakistan, Death Valley, en Californie, Baja California. Il vous reste encore le désert de Gobi, quand même. Hein. Ben maintenant, j'ai traversé les plus grands déserts de tous les continents. Parce que le désert de Gobi, vous ne l'avez pas encore fait. J'ai fait... C'est pas un désert, c'est environ 4-5 déserts successifs. Et j'en ai fait 2 sur 5. Voilà, votre prochain livre sort le 4 novembre chez Artaud. Ça s'appelle Passion désert. Donc vous racontez l'histoire comme ça. Là. Ouais. C'est génial. Il faut éviter certains... Un chameau en couverture. Très joli. Merci de votre témoignage, Jean-Pierre. Voilà, c'était SLT Summer 2013, notre talk de l'été, avec Roselyne Bachelot, qu'on retrouve à la rentrée dans Le Grand 8, sur D8, Jeannette Bougrave, Ma République Summer, chez Grasset, Éric Nolot, sur Paris Première, Ça balance à Paris, et Zemmour et Nolot. Bien sûr. Carl Zéro, les dossiers Carl Zéro sur RMC Découverte et l'IFI Carl Zéro sur 13e rue. Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste, et Philippe Frey, merci de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, Lélito Blacko, la chanson des Gréments et Gaspard Proust. Salut les terriens, bon summer. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.